encore dans vos foyers, encore dans vos esprits, encore dans vos préoccupations, encore aussi dans votre bonheur, pourquoi pas. Il y a des gens qui sont heureux dans ce pays, notamment ceux qui sont sur le plateau. Nadia, n'est-ce pas? Bonjour Gérard, bonjour oui, à tous. Oui, vous avez vu son sourire, vous avez raison. Je suis positivement ravie d'être avec vous aujourd'hui. Comment s'est passée la semaine? Une très bonne semaine, gavée de culture, aussi bien exposition, danse, etc. C'était un vrai bonheur, j'ai passé une bonne semaine. Très, très bien. De même Christian, naturellement, je suppose. Oui. Il nous fait l'honneur d'être avec nous. Tu sais, hein, il faut faire face à toute situation, donc j'essaie de positiver, quoi. Je suis très content de vous retrouver. Voilà. Très bien. Moi aussi. Merci. Monsieur Tali? Oui, mais moi je suis toujours heureux, et puis je me dis, tiens, on va passer en quotidienne, là, cette allure, ça devient intéressant. Ça. Non, mais je te fais savoir que pour les téléspectateurs, l'émission reste hebdomadaire. Au cas où tu crois qu'ils sont avec nous, nous faisons de petites affaires, mais ils ont une... Mais ça va sinon. Mais c'est une idée à creuser quand même, oui, mais sinon ça va, oui, ça va. J'ai proposé de même qu'on fasse l'émission, qu'on la réitère, qu'on fasse un entraînement, une répétition avant. Mais apparemment, dans les rangs, ça n'a pas fonctionné. Daniel? Eh bien, une bonne semaine également, parce que j'ai retrouvé un peu d'espoir et d'espérance avec les jeunes collégiens de Basse-Pointe et de Fort-de-France, tous les deux collèges Aimé Césaire, qui se sont retrouvés, qui sont allés à la maison d'Aimé Césaire, qui sont allés au parc Aimé Césaire, et qui ont montré de l'intérêt qu'ils avaient à connaître cet homme, à connaître sa pensée. Donc je me suis dit, il y a de l'espoir, donc j'étais contente. Je répète ce que j'ai dit hier à une réunion. Je m'étais retrouvé à l'Atrium, à une remise de prix du parc naturel régional sur une opération qui devait normalement inciter les jeunes à avoir des projets écologiques, environnementaux. Mais il y avait un dynamisme, c'était tard le soir, 20h, c'était 19h, ils étaient arrivés en bus avec leurs enseignants, ils arrivaient sur le plateau. Moi, je ne désespère pas du tout des jeunes, et je ne désespère des adultes de ce pays. Voilà. C'est bon, on peut passer aux actualités. Bon, je vais faire mon show, hein, vous allez m'écouter attentivement. Il n'y a pas de commentaire sur ce texte, ce n'est pas de moi. Alors, je le lis, mais je n'entérine pas tout ce qui est dit. Hein. Rien ne s'oppose à la nuit. En pays trop longtemps dominé, là où le néolibéralisme n'est pas identifié comme négation majeure, où les archaïsmes coloniaux s'éternisent en sculpture, où l'individuation est un naufrage consumériste, où l'envie, le désir, le vouloir n'habitent que la consommation, l'aide sociale ou bien l'économie, où la déresponsabilisation collective règne, où les médias demeurent insignifiants, où le politique s'enlise la gestion et ne mobilise aucune élévation des pauvres, où l'impuissance syndicale hoquette en invective, où l'activité culturelle, la survivance intellectuelle déserte l'inouïe complexité du monde. De misérables précarités et rancœurs sont aggravées par des réseaux sociaux dans lesquels aucun rêve n'est à vivre, nulle espérance dégagée pour l'envol. En pays trop longtemps dominé, rien ne s'oppose à la nuit. Elle grandit en France, la nuit. Elle grandit dans le monde, elle œuvre en chacun de nous, à charge pour ceux qui la refusent encore de réinventer l'aube. La lumière. Patrick Chamoiseau. Suite au triomphe de la monstruosité Le Pen, dans cette monstruosité politique qu'est l'outre-mer français, le 24 avril 2022. Bodom, sujet 2, interprétation des résultats des présidentielles. Monsieur Tali. Oui, évidemment, il y a des événements qui marquent, c'est incontestable. Hein. Bon, ce vote majoritaire pour Marine Le Pen dans les territoires français d'Amérique, des Amériques et de l'océan Indien, ce vote a permis à la presse de l'Hexagone de découvrir qu'il y a des gens qui habitent dans ces régions-là. C'est plus ou moins heureux comme découverte. Parce que franchement, il fallait voir la tête du soi-disant spécialiste ou expert de l'outre-mer sur une chaîne d'info continue. Vous connaissez mon amour pour ces chaînes. Ne connaissons pas le nom de ce fameux pesticide dont on parle en Martinique et en Guadeloupe. Vous savez, le chlordécone, c'était un vrai moment de télévision. Mais bon, plus sérieux. Mediapart note que rien, selon nous, ne saurait justifier qu'une population issue du colonialisme et de l'esclavage puisse voter pour l'extrême droite. Du côté du monde, ces votes signent l'échec de l'actuel gouvernement à tracer une perspective à la mesure des défis et des enjeux économiques, sociaux, environnementaux, institutionnels auxquels sont confrontés les territoires et les populations. Alors,
La question, le gouvernement ou le président, c'est qui le responsable? Celui qui a recueilli 75% des suffrages en 2017. Tous les membres du gouvernement, tous les conseillers, tout le monde serait responsable. Que nenni, comme disait un ancien. On cherchera de toute façon des boucs émissaires. Allez, soyons un petit moment de télévision. Je ferme les yeux et j'imagine une discussion animée quelque part à l'Élysée après les résultats. Ils sont 3, des conseillers du président, cigarette à la main, visage fatigué, les manches retroussées, complètement avachis dans leur fauteuil. Ouais. C'est bon? Ouais, tu fais bien le film. Alors le premier conseiller, purée, toutes les voix de Mélenchon sont allées à la Le Pen. Mais comment est-ce possible? Ici, ils conduisent à gauche là-bas. Deuxième conseiller, c'est fou, regardez. La proportion des non-vaccinés aux Antilles colle parfaitement au score de Le Pen. Ouais. Nous aurions dû vacciner davantage. Troisième conseiller, tout ça c'est la faute à Le Cornu, notre ministre des soi-disant Outre-mer. On lui avait donné la mission de bloquer l'extrême droite. Qu'est-ce qu'il a foutu de Le Cornu? Le premier conseiller. Le président est particulièrement déçu, les gars, voire fâché. Après cette catastrophe, il va demander des comptes et des changements. Troisième conseiller. Je vous répète, comprenez-le, il y a un problème avec Le Cornu. Rappelez-vous sa sortie en Guadeloupe face aux élus quand il a parlé d'autonomie. Deuxième conseiller. Les gars, restons calmes. Et commençons à préparer le congrès de Versailles. Avec le boss, nous y aurons droit comme prévu avant ce foutu Covid, on va bien rigoler. Bon, j'arrête là. Mes qualités d'auteur de théâtre restent encore à démontrer, ça demande beaucoup de travail. Mais incontestablement, ça va bouger. Avec une loi sur la différenciation pour toutes les régions, voire une loi sur l'autonomie pour les territoires lointains. Il s'agira de réunir le Parlement et Macron ne va pas se contenter d'un petit congrès ici ou là. Ça va bouger. Le président réélu risque de faire les choses en grand et ça devrait faire mal aux allergiques du changement. Je termine, oui, s'il vous plaît, ne vous inquiétez pas pour Sébastien Lecornu. Il a la confiance du président, oui. Il a plutôt bien géré le référendum de Nouvelle-Calédonie et on parle de lui à Matignon. Oui, alors, oui, absolument. Et puis il est issu de la même matrice que son auteur. Macron. Oui. Autre sujet, le vote, on est là-dessus un petit peu encore pendant quelques temps, parce que ça a assez bouleversé les gens. Le vote, le péniste en Outre-mer, les ultramarins se sont sentis trahis par le quinquennat écoulé. Il s'agit de nous reproduire les réflexions de Didier Détouche, qui est universitaire, antillais, ici à l'université, donc il faut dire ce qu'il dit, quoi, parce que c'est... Oui, un petit peu. Oui, même s'il dit rien de magique, mais enfin, il faut quand même en parler. Non, je vais aussi dire ce que je dis. Tu dis ce que tu veux. On a une totale liberté dans cette émission. Voilà. Alors, d'abord, il me semble qu'il ne faut pas dire les ultramarins ont voté Le Pen. Comme Eddy Marajou le disait à la dernière réunion, il y a 70% des électeurs, des inscrits qui n'ont pas voté pour Marine Le Pen. Donc, c'est vrai qu'au niveau des résultats des votants, Marine Le Pen est arrivée en tête. Donc, c'est une forme de sanction. C'est ce qui est indiqué. C'est une forme de sanction contre le président sortant. Et effectivement, on peut considérer que, notamment et essentiellement, c'est la question du vaccin qui a agrégé les oppositions. Mais il faut, à partir de cela, se poser un certain nombre de questions. Et à mon avis, peut-être surtout les responsables politiques. Parce que ne pas sanctionner un sortant pour une politique, ne pas être d'accord avec lui, soit, et il faut respecter. Il ne faut pas dire que les électeurs sont tous des fachos. Il faut se poser la question du rôle des responsables en disant on ne vote pas pour le président sortant parce qu'on le sanctionne. Ce n'est pas pour autant qu'on va voter pour Marine Le Pen, parce que l'éducation politique, c'est de dire, c'est pas vrai que ce soit la même chose. Je prends un exemple, la question de l'esclavage. Marine Le Pen n'a pas répondu à la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Quand on lui a posé les 10 questions qui ont été adressées à tout le monde, elle n'a pas répondu. Au Parlement européen, elle a voté contre la reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité. Ça, c'est Marine Le Pen. Le président Macron, le 10 mai, il va au Luxembourg, il était d'accord pour l'érection d'un monument à la mémoire des esclavages. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas fait le job pour expliquer aux gens la différence. Et puis, troisièmement, c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on doit voter forcément pour l'autre. Donc, essayons. Et je pense que... l'éducation. Et si tu veux, comme il me reste 2 minutes, je rebondis quand même sur le texte de Chamoiseau, pour dire que moi je préfère adopter
Ce que Suzanne Roussy-Césaire et Aimé Césaire avaient adopté comme titre avec la revue Tropique, au moment on sait, du régime de Vichy, nous sommes de ceux qui disons non à l'ombre. Et donc, par conséquent, moi, je pense qu'il est temps qu'il y en ait un certain nombre qui se saignent les reins comme vaillant homme, n'est-ce pas, et qui disent « nous disons non à l'ombre ». Donc, nous avons à travailler, s'il y en a d'autres qui ne le font pas, pour donner aux gens le fait de comprendre qu'il y a des choix qui ne sont pas possibles lorsque nous sommes des descendants d'un pays où il y a eu des esclaves. Il y a des choses pour lesquelles il faut dire non. Bon, oui, on a dit qu'on ne fait pas de grosses discussions. Je pense que les Martiniquais, jusque pas long, ils rigolent, quoi. Cette histoire de démocratie, de république. C'est la première république qui a rétabli l'esclavage, ceci dit en passant, d'attachement à la lumière, parce que la lumière, ça serait les lumières. La lumière, ça serait les lumières. C'est pas ce que je dis. Bon, mais je crois que les Martiniquais sont très, très lucides, et puis ils savent jouer, c'est des joueurs, quoi. Il ne faut pas prendre ça, comme tu as dit, il ne faut pas les traiter de fascistes parce qu'ils ont fait ça, ni non plus d'analphabètes. Christian, un petit mot? Moi, je veux dire rapidement trois petites choses. Vous savez, quand j'ai eu les résultats du premier tour, je me suis dit, forcément, au second tour, il y a un surplus de gens qui votent. Un petit peu comme les élections dans la collectivité territoriale, vous vous rappelez, il y a eu un surplus. Je me suis dit, ce surplus va permettre de dire non à l'extrême droite. De rectifier. En réalité, ça a permis le contraire. Je crois qu'elle a eu 30 000 voix de plus que Macron ici, entre les deux tours. en Martinique. Vous voyez? Donc, ce qui, à mon avis, ce qui est bizarre, je ne veux pas faire de querelle politique, qu'ils étaient mobilisés pour le Grand Assemblée au deuxième tour la dernière fois, je ne sais pas si c'est les mêmes, mais manifestement, ils se sont mobilisés pour Le Pen. Ouais, c'est les Mélenchonistes. Voilà, c'est tout ce qu'ils avaient voté Mélenchon. Bon, ça c'est un premier constat. La deuxième interrogation, n'aurait-il pas fallu mieux qu'en Outre-mer, on se mobilise pour voter blanc? Imaginons que les Outre-mer avaient voté blanc à 60%, ça aurait eu quand même une signification relativement importante au niveau national. Okay? Et puis, troisième question, dans un pays où on s'est tellement battu pour l'identité, l'autonomie, l'esclavage, contre l'esclavage, est-ce qu'il n'y a pas lieu aujourd'hui que les politiciens ici se posent les vraies questions et parlent un peu avec le peuple, lors d'un congrès? Mais je veux dire, dans une situation où l'Outre-mer, et nous, en tout cas singulièrement la Martinique, nous avons voté pour manifestement la discrimination érigée en règle de loi, il y a un problème. Donc, à mon avis, je pense qu'il aurait été bien que les politiques s'emparent de cette question. Je ne sais pas pourquoi faire, mais en tout cas, ils ne peuvent pas... Moi, je parle de la trop chaud, non, oublie ça. On va parler de... Voilà, en fait, c'était mes... D'habilitation sur les petites choses, sur le réglage de la lumière, sur fermer plus la fenêtre, etc. Troisième sujet, ou quatrième, peu importe. Les résultats les résultats, si l'abstention, les votes blancs ou nuls étaient pris en compte. Ça revient un petit peu. Alors, tu as proposé ça, qu'est-ce que ça aurait donné? Nadia va nous... Alors, mais plus que ça, on continue de décortiquer les résultats. Lorsqu'il y a un suffrage, c'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle l'abstention, et il y a également les votes blancs et nuls, enfin bref, les inscrits, les votants, etc. L'idée, c'est de se dire que par rapport au panel de personnes aux personnes qui sont inscrites et qui doivent voter, qui peuvent exercer leurs droits, s'ils considèrent que c'est un devoir, ils le font ou pas, il y a tout un contingent de personnes qui ne se déplacent pas et qui ne vont pas voter. C'est comme un iceberg. Finalement, on commente ce qui s'est passé, c'est-à-dire les personnes qui se sont déplacées et qui ont voté, qu'ils aient voté contre blanc nul, ça ne compte pas, mais on regarde les résultats d'élection. Et puis finalement, il y a tout un... Et c'est vraiment comme un iceberg, puisque la partie immergée, celle qu'on ne voit pas... Tout un pan dont tu n'as pas compte dans les Mais c'est le pan principal, c'est le pan principal. Mais et oui, je serais... en nombre, c'est le principal. C'est le principal, c'est vraiment l'iceberg, quoi. La grosse partie, elle est en dessous et on ne la voit pas. Et j'ai trouvé pour le coup un sondage, et c'est peu sondé cette partie-là, des personnes qui finalement refusent de prendre part au vote. Et tu mets là dans les votes blancs, tu mets là non, seulement l'abstention. Tu pousses l'abstention pour le moment. C'est vraiment ceux qui ne se déplacent pas. Ouais. Et j'ai trouvé donc un sondage du 10 avril qui essaye de comprendre, mais pourquoi les gens finalement ils ne se Alors là, pour le coup, j'ai des pourcentages, il ne faut pas les additionner parce que c'est vraiment un faisceau de raisons qui fait que les gens ne se déplacent pas. Et en majorité,
pour le coup, les gens estiment qu'il n'y a pas de renouveau dans les propos. Que les gens disent toujours la même chose, les politiques disent toujours la même chose. Voilà. Il y a quand même un gros quart, 26%, qui disent que les candidats ne sont pas à la hauteur de la fonction. Je trouvais ça énorme. Et il y a ceux aussi qui sont désabusés au point de se dire que les jeux sont déjà faits, pour eux, il n'y a pas de suspense. Et puis, j'ai trouvé un autre résultat qui est quand même intéressant. Il y a quand même près de 18% qui disent que les candidats et tout le discours politique est loin de leurs préoccupations. C'est quand même terrible de se dire que tu as une élection qui concerne l'ensemble de la population, qui a une importance aussi importante, bravo Nadia, qui a un tel impact sur la vie d'un pays, pour qu'une personne sur 5, c'est quand même beaucoup, ne se retrouve pas dans les discours. Et enfin, il y a ceux qui ne s'intéressent pas d'une manière générale, et puis il y a ceux qui ne sont pas dispo et qui l'assument. Ils ne sont pas dispo ce jour-là, point. Donc il faudrait la consultation par écrit, par parole. Oui, voilà. Donc ça veut dire qu'il y a quand même quand on te dit que 10% des gens ne sont pas disponibles, ça veut dire qu'il y a quand même des évolutions à envisager quant au mode de vote. On parle beaucoup du vote par correspondance, après tout on paye nos impôts en ligne, donc pourquoi ne pas imaginer qu'on puisse voter en ligne? Société, Le Godot. Avant société, je vais te couper la parole. Non, c'était juste pour dire qu'en Martinique, le taux d'abstention est supérieur et qu'il y a actuellement en cours en Martinique une enquête qui est faite. Il y a déjà plus de 500 personnes qui ont été interrogées, donc les résultats devraient être disponibles, disons, fin juin, début juillet. Wait and see. Société, qui vulgairement dit qui s'y colle? Audience filmée. Ah oui, ça c'est intéressant. Pour la juriste. Alors, les audiences des juridictions, des tribunaux, des cours d'appel, des cours d'assises, qui seront filmées. Alors, pour qu'on comprenne bien, le principe, jusqu'à maintenant, c'était que ce n'était pas possible. On ne pouvait pas filmer. Il y a des exceptions lorsque les affaires avaient un intérêt historique primordial. Il y a eu 2 cas. Le procès Barbie, parce que c'était toute la collaboration, la résistance. Et puis, il y a le procès qui est en cours toujours des attentats de 2015, les attentats du Bataclan. Et puis, bien avant le procès de Nuremberg, mais ça, c'était une juridiction internationale. Oui, qui sont donc filmés. Ouais. Là, c'était un peu le dada du garde des Sceaux actuel, Dupond-Moretti. Il pense que quand les Français vont voir le fonctionnement des juridictions, ça va les familiariser davantage et les réconcilier même avec la justice. Moi, je ne suis pas tout à fait partisan, mais enfin, soit. Mais ça veut dire... Les faits, mon cher. À l'heure actuelle. Alors, il ne faut pas croire qu'il suffit d'aller, que n'importe qui, quand il est à une audience, peut prendre son téléphone et peut filmer. Hein. Ce n'est pas ça du tout. Même si on sort de l'interdiction et que c'est possible, quelles que soient les audiences, sauf les audiences qui ne sont pas publiques, il y a tout un parcours et tout un processus. Oui, il faut demander l'autorisation au garde des Sceaux, c'est-à-dire au ministre de la Justice. Le ministre de la Justice a 15 jours pour pouvoir répondre. Et s'il ne répond pas, ça veut dire que c'est niette. Oh. Quand pour donner un avis, et il doit transmettre au responsable, au président de la juridiction qui lui a 45 jours pour répondre. Ouais. Alors vous imaginez déjà tout le parcours, et celui-là, s'il ne répond pas, c'est niette, et il y a un possible recours dans les 8 jours. Donc une fois qu'on fait l'autorisation, il faut dire que cette autorisation doit s'accompagner d'un dossier de la façon dont on va réaliser la captation. Et il faut que ça ait un intérêt, alors je lis, d'ordre pédagogique, informatif, culturel et scientifique. C'est-à-dire qu'il faut motiver le motif pour lequel on veut enregistrer. Alors ensuite, imaginons qu'on ait obtenu toutes les autorisations. Pour filmer, il y a l'enregistrement et la diffusion, parce que le régime n'est pas le même. Pour l'enregistrement, on ne peut pas s'opposer, c'est-à-dire qu'un avocat ou son client ne peuvent pas dire « non, je ne veux pas l'enregistrement ». Si on a autorisé l'enregistrement doit se faire, et ça pour les audiences publiques. Par contre, pour les audiences qui ne sont pas publiques, par exemple le juge des enfants, qui sont des juridictions particulières où il y a des mineurs, ou le juge d'application des peines, là, il faut un accord.
Donc ça, c'est pour l'enregistrement. Maintenant, pour la diffusion, il faut impérativement avoir l'accord de tout le monde, c'est-à-dire aussi bien des justiciables que des avocats, des professionnels, dit-on. Donc, ce n'est pas seulement les avocats, c'est les huissiers, c'est les greffiers, c'est tout le monde pour savoir. S'ils ne sont pas d'accord pour qu'on les identifie, donc il faut impérativement qu'on floute le visage, qu'on modifie la voix et qu'il n'y ait aucun élément pouvant donner l'identité de ces personnes. Et ça, moi, ça me paraît normal, parce que c'est respecter quand même les droits individuels des personnes. Et alors, ce qu'il faut donc savoir, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a un accord avec France Télévisions qui a déjà été signé pour des enregistrements, avec une diffusion qui est prévue sur France 3 des procédures. Et un élément important, on ne peut diffuser qu'une décision qui est définitive, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, alors qu'il y a une première instance, non, c'est pour ne pas influencer. Et d'autre part, comment dirais-je, les questions qu'il faut se poser pour nous, en Martinique, je ne crois pas que ce soit réalisable. Parce que les conditions sont tellement drastiques. Parce qu'encore une fois, il faut un projet, il faut dire comment ça sera enregistré, il faut tout ce délai de procédure avec le fonctionnement. Enfin, je veux dire, le temps de demander, d'attendre les délais, l'audience a déjà eu lieu, parce qu'on n'est pas... Il suffit de s'y prendre tôt. Mais encore faut-il avoir la date d'audience. Oui, je pense que le parquet sera assez... Voilà, donc c'est difficile. Il faut éviter ça de donner une date rapprochée. Je suis très sceptique sur la familiarisation et sur comment dirais-je, le sentiment positif qu'on aura avec la justice. Je crains que, quand on connaît les réseaux sociaux à l'heure actuelle, que tous les commentaires portent sur l'attitude de tel avocat. Tu as vu, il a dit ça. Sur la façon dont était le juge, j'ai peur un petit peu. S'il te plaît, c'est l'américanisation de la société française, mais en marche arrière. Les Français veulent toujours faire comme aux États-Unis. Depuis 1991, depuis juillet 1991, il y a une chaîne de télévision câblée aux États-Unis qui s'appelle Côte TV, qui retransmet en direct des procès. Mais ce n'est pas de là que viennent peut-être les mauvais exemples. Non, ce que je voulais répondre à celle qui a traité le sujet, c'est que l'essentiel, c'est que le principe existe. Oui, et après, on le mettra en œuvre. D'accord. Avec des garde-fous, c'est important aussi. C'est la raison pour laquelle je vais demander à Christian de prendre une grosse respiration et puis de nous dire qui a largué les amarres, qui lui a ôté les voiles de l'espoir. Oui, ce petit texte est intéressant. En fait, je crois que c'est un docteur, une docteure. Elle s'appelle Marilyn Lacme. Voilà, elle est généticienne. En fait, c'est vrai que les docteurs et les médecins, bien évidemment, vivent des moments de confidentialité très forts avec leurs patients. Comme les avocats. Oui, c'est ça. Tout à fait. Et des moments où, indépendamment du mal pour lequel le patient vient, le patient exprime toute sa douleur. Sa douleur, ses difficultés de payer une voiture, ses difficultés de prendre du transport, ses difficultés vis-à-vis des organismes sociaux, ses difficultés à tous les niveaux, avec les enfants à l'école, les enfants, la proximité, le voisinage, le bruit. Et c'est vrai que tout est complexe. Il n'y a qu'à prendre un rendez-vous chez un ophtalmo, on sait bien que ça fait 6 mois. Donc tout ça, effectivement, ce sont des désordres sociaux qui font que, ça perturbe la vie des gens. Et je pense qu'on ne les analyse pas suffisamment, puisque je crois que c'est le bien vivre. Et en fait, elle est ce médecin est très affecté, je veux dire, par tout ce qui se passe et tout ça. Et en même temps, elle veut cultiver un espoir pour le lendemain. Donc elle essaie de positiver. Alors elle dit, par exemple, je vais vous dire rapidement, cependant, en écoutant mes patients, exactement. Je crois, moi, que l'ombre vient d'apparaître, à la même intensité que la lumière qui pourrait surgir. Je vois, moi, chaque Antillais comme un joyau de l'humanité, construit par notre tout-monde, capable aussi du meilleur. Véritablement tous égaux, la vie, le destin, le hasard ou une autre entité a pourtant placé sur certains chemins, excusez-moi, de quoi franchir le marasme
où certains sont plongés. Tous ici, nous avons eu ce privilège. Cela ne nous donne-t-il pas la responsabilité de tendre la main vers nos concitoyens qui, se sentant embourbés, se contorsionnent de désespoir? N'avons-nous pas la capacité de réfléchir à un bien-être commun? Enfin, vous voyez, à une bienveillance commune. Ça ressemble beaucoup à ce que tu nous dis très souvent ici. Nous faisons ensemble, nous faisons ça marcher. Mais en réalité, c'est vrai que c'est peut-être un vœu pieux, quoi. Mais je veux dire, les vertus, la politesse, la correction, la douceur, la compréhension. Je prends le relais, mais je vais te le redonner. N'avons-nous pas le devoir de réfléchir aux principes et aux actions pour la construction d'une société bienveillante? La société de la bienveillance. Quel mot, hein, quel bol. Tout à fait. C'est très à la mode. Ça occupe ma bouche, la bienveillance. Parce que, Il suffit que on le dit pas chacun souvent. commence. Hein. Oui, c'est ça, mais en Continue, même temps, Christian. c'est individuel, mais c'est aussi collectif aussi. C'est les municipalités, c'est les communautés d'agglomération, c'est les collectivités, c'est nous aussi. c'est l'institution. Vas-y. Le problème, c'est qu'on est arrivé à un tel stade, c'est que quand tu fais de la bienveillance, les gens te regardent comme étant suspect. Ils disent qui c'est qui a besoin de quoi il fait, pourquoi il fait ça, qu'est-ce qu'il Il y a veut. quelque chose, il y a quelque chose derrière. Nadia a raison, un temps. La première crois- réaction, c'est Mais celle-là. en tout cas, En tous les cas, elle conclut en disant, je crois que nous pouvons être ensemble le souffle du grand changement. Ne pourrait-il y avoir meilleur moment Que qu'en ce ce moment? c'est ça. Je suis d'avis de vous entendre. Pour te dire ce que me disait récemment une amie cette semaine, tu fais ce que tu as fait avec bienveillance, avec générosité, avec un esprit, le mot positif, avec un bon esprit. Ouais. Et nécessairement, ce qui émane de toi transparaît. Et l'autre, même si l'autre se dit, mais monsieur Bouzan Bagaille, il finit obligatoirement par entrer dans les fourches codines de la bienveillance. Je veux le faire Ce qui a dit, il faut de la constance dans la bienveillance. Il faut la constante bienveillance. La sincérité. Nadia, c'est ce qu'elle a estimé ne pas parler de cinéma cette semaine. Notre sujet, la Ah banalisation de Et si je vais parler l'humiliation. de cinéma, oui, oui, mais oui. après toute cette bienveillance, moi je vais vous parler d'humiliation. Oui, parle-nous de l'humiliation. C'est pas bienveillant. On reste toujours dans la société, oui. L'humiliation. Alors pour le coup, l'humiliation, merci Gérard de m'avoir proposé gentiment de traiter de ce sujet, qui est plus que d'actualité. Je suis retournée j'ai googlé ce qu'était finalement Google, l'humiliation, ça veut c'est dire que quoi? tu as consulté Google. Google ou Googleiser? Comme tu veux. Elle a consulté Google. Elle a consulté Google. J'ai cherché la définition du terme humiliation, donc c'est l'action d'humilier, donc du mot humilier, qui est de rendre humble. A priori, c'est une bonne chose, mais finalement qui est de rabaisser avec violence, de façon insultante. Et pourquoi on parle de ça? C'est parce que tu as trouvé un texte d'un ouvrage, un philosophe, qui se penche sur cette question, la question de l'humiliation. Pourquoi? Parce qu'on dirait que ça devient un mode de fonctionnement. Un mode de fonctionnement de la société où on est sur l'humiliation qui est presque structurelle, une humiliation qui se joue à tous les niveaux de la vie d'une personne, aussi bien économique que politique, etc. Et moi, j'en viens plutôt aux réseaux sociaux qui ont... Je n'aime pas qu'on dise les réseaux sociaux font, parce que les réseaux sociaux, ce sont des personnes qui agissent via les réseaux Absolument, sociaux. Ce ne sont tout à fait que des d'accord. outils. N'empêche que cet outil permet non seulement de la banalisation, mais surtout la généralisation de ce système d'humiliation. Et je dis bien système d'humiliation, puisqu'il y a des réseaux qui fonctionnent par humiliation. C'est-à-dire qu'on fonctionne par clash. L'idée, c'est de vraiment d'humilier, effectivement, Rabaisser. son adversaire, rabaisser son adversaire pour progresser. Et ça va de crescendo. On pense aussi à l'humiliation structurelle, celle qui peut être vécue par n'importe qui. Tu vas à un guichet, tu n'as pas la bonne pièce, tu n'as pas bien compris, etc. Et le super chef qui est derrière, alors t'entends la moitié, je ne vous parle pas d'histoire avec des masques, mais la personne qui te montre bien le pouvoir qu'elle a, puisque c'est elle qui peut accepter, et toi tu es pris par le temps, etc. Finalement, tout ça, ce sont des moments qui auraient pu donner lieu à la bienveillance, à l'expression de la bienveillance, et ce n'est pas, non, c'est pas le cas. Et moi, ça me renvoie, et j'ai bien cherché la confirmation, ça me renvoie, on a tous entendu parler de Maslow et de sa fameuse pyramide, parce que le fait d'humilier
ça touche chaque individu dans ce qui est de la reconnaissance, qui relève de la reconnaissance. Et la reconnaissance, une fois qu'on a enlevé dans la pyramide, donc qui est de chaque personne, qui revient aux besoins et à la satisfaction des besoins de chaque individu, on a bien, une fois les besoins physiologiques assurés, ensuite les besoins de sécurité. Lorsqu'on parle ensuite d'estime, de reconnaissance et d'appartenance, ce sont les choses qui sont les plus importantes dans la construction et dans l'équilibre d'un individu, dans l'épanouissement d'un individu. Et lorsque l'humiliation intervient à ce niveau-là, et c'est pour ça que c'est quelque chose d'absolument terrible, et oui, Christian, je suis d'accord avec toi, et je pense qu'on est tous d'accord, le cadeau de maintenant, c'est pour ça qu'on dit présent, c'est bien de faire taire ce principe qui est de rabaisser quelqu'un pour finalement être devant. Non, on peut tous avancer ensemble, et plus que l'humiliation, cultivons la bienveillance. Je pense que c'est ce que tu dis, tout le monde est d'accord, mais surtout au niveau de l'école aussi, de l'éducation, au niveau des familles. Quand un enfant fait des bêtises, c'est sali, il est un petit cochon. Bon, ça peut être Naftaf, le joli petit cochon, mais ça peut être aussi le porc qui sent mauvais au fond du jardin. Enfin, ne pas dire ça comme enfin, un porc de ce sens, c'est pas ragoûtant. Donc il faut faire très très attention au verbe, à l'expression, à la relation humaine. Et puis nous avons dans notre humour créole aussi une sorte de persiflage où on rabaisse l'autre. C'est un jeu. Mauvais langue. Ouais, on fait ça, etc. On dit ça à Trinidad. Ça n'aide pas. Ça n'aide pas. Ceux qui peuvent comprendre et commencer à réfléchir à ça, on revient à la bienveillance, à la relation agréable, aimable, mais ferme. Hein. C'est pas des bisounounous, hein. C'est pas j'allais dire un truc horrible, j'allais dire un truc homophobe, je ne parlais pas le mot. Il faut quand même penser à la qualité des relations humaines. J'ai été averti le sujet et je vois que la technique a bien rectifié pour les illustrations. Mais théoriquement, sauf si je me trompe, on devrait passer au cinéma. Il n'y a pas de sujet de cinéma. Si. Il n'y a pas d'illustrations. Si. Et qui ne m'ont pas été envoyées. Donc culture d'abord, on me dit très fort culture d'abord. Qui est-ce qui doit traiter? Je pense. Biennale de danse contemporaine. Ouais, je vais parler de la Biennale de danse contemporaine. On n'en parle pas assez. La danse, c'est le mouvement du corps, rendre la poésie, les corps qui peuvent s'exprimer, des corps qui sont démasqués. La danse, c'est quand même, en matière d'art vivant, spectacle vivant plutôt, c'est vraiment la forme absolue. Et quand on pense à l'évolution que toute cette forme d'expression a connue, c'est vraiment important. Et la Biennale, en ce moment, se tient avec des figures, vraiment j'insiste, Christiane Emmanuel ou Caroline Carlson, qui est quand même une chorégraphe. Alors, dans la danse, ce sont les chorégraphes qui sont plus célèbres que les danseurs, il faut le savoir. Oui. Caroline Carlson, c'est vraiment une pointure internationale en matière de danse contemporaine. Elle fait du geste. Elle revient au geste pour en faire une vraie poésie et raconter des histoires, une scénographie vraiment absolument magnifique. La Biennale se déroule donc pendant 15 jours et c'est un grand moment. Un grand moment qui se passe. C'est affiché du 21 avril au 7. Elle a lieu en ce moment. Elle a commencé il y a quelques. Le 21 avril. Le 21 avril, donc la semaine passée. Et elle se déroule jusqu'à la semaine prochaine, jusqu'au 7 mai. Mais surtout, elle se passe de façon protéiforme, puisqu'il y a aussi bien du cinéma, avec par exemple le film de Cédric Clapiche qui s'appelle Corps, qui parle de processus d'un danseur. Là, on parle de ballet. On n'a pas l'image. C'est pas grave, on a en tout cas le visuel de la Biennale. C'est aussi la performance. Il faut savoir que la performance, c'est la forme. On va vers une évolution de la danse en ce qu'elle est, puisqu'on est à la fois dans du théâtre, mais du théâtre mimé, du théâtre dit par le corps, sans les mots. Donc, on est dans la performance, mais aussi, c'est aussi la danse traditionnelle qui est revue dans un esprit contemporain. Très bien. Donc, un grand moment de culture. Très bien. Et qui est mis avec une médiation culturelle, vraiment là, je tiens vraiment à le souligner, avec des représentations scolaires. C'est-à-dire que les artistes proposent leurs spectacles dans leur chorégraphie, dans des séances dédiées aux scolaires. Et c'est quelque chose de nécessaire pour l'ouverture d'esprit, pour la connaissance.
des enfants à ces esthétiques nouvelles. Je peux faire une petite publicité. Fais. Le samedi 7 mai à 19h30 au domaine de Font-Saint-Jacques, il y a la compagnie Caméléonite dans le cadre de ce Absolument. biennale international. Et moi, j'apporte donc, deux à Font-Saint-Jacques, donc la danse dans le Nord-Atlantique. Deux petits éléments complémentaires. Il y a une décentralisation aussi, parce qu'au Saint-Esprit, Oui. il y a le chapiteau de... C'est vrai que j'ai parlé de Il y a le chapiteau de Tropicatrium. Oui, c'est à l'Atrium, c'est au Saint-Esprit, Et c'est à dernier Font-Saint-Jacques. élément, la Soso qui a fait quelque chose d'original. Elle a fait une conférence dansée sur le Belay. Voilà, ça s'est passé la semaine dernière à Tropicatrium. Tu as vu ça? Non, je n'ai pas vu malheureusement Tout le monde parce a que pas, j'étais à Jazz à la Pointe, mais j'y ai pensé fortement et je pense que la Soso, c'est quand même un personnage Ah oui. qui a Je apporté sa vais vous contribution. flageller en public. Vous, Madame Nadia, vous, Monsieur Christian, vous, Monsieur Serge, où sont les illustrations? Toc, 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 toc. Cinéma. Voilà, donc je suis venu. Moi, je vais encore vous parler. Ah bah tiens, aujourd'hui, je parle beaucoup, je me venge. Alors, je vais vous parler de cinéma, un peu frimeuse. Hein? mais je vais vous parler d'autres cinémas, de cinéma d'autres mondes. On a toujours l'impression que tout se passe à Hollywood. Bien sûr, ouais. Ah tiens, à Cannes aussi. Hein. Mais oui, à Cannes, pendant les sections parallèles que sont la Semaine de la critique, la quinzaine des réalisateurs, c'est l'occasion de découvrir d'autres films, des films qui viennent de pays complètement auxquels on ne pense pas, sincèrement. Et là, pour le coup, j'en ai sélectionné. En ce moment, il passe donc à Tropicatrium et à Madiana. J'en ai sélectionné 3. Un film qui vient de la Somalie, La femme du fossoyeur. C'est pas souvent qu'on entend parler des films somaliens. Un film du Lesotho. Le Lesotho qui parle une belle histoire poétique d'une doyenne d'un village. Le village se trouve menacé par un projet de barrage et cette doyenne, elle prend position et résiste. Et un dernier film qui parle de Mayotte, Tropique de la violence. Et c'est la première fois qu'un film se déroule à Mayotte avec des acteurs qui sont non professionnels, pour parler de ce territoire qui finalement se trouve, en tout cas c'est ce que disent aussi bien les réalisateurs que ceux qui y ont participé, qui se trouve oublié, un territoire oublié de la République, gangréné par la violence. Et là, c'est un film qui parle de Mayotte, mais vécu de l'intérieur. C'est une sélection vraiment qui Comment ouvre s'appelle ce film? Tropique de la violence. C'est celui dont l'image est Voilà, Tropique de la violence. Vous voyez comme c'est bien avec l'image en même temps. Et donc il y a les illustrations. Ouais. Donc tout ça pour dire que c'est d'autres esthétiques. On est toujours dans le langage du cinéma, mais l'esthétique elle est différente. Le langage il est il est poétique. Les sujets c'est toujours la famille, l'être humain etc. Mais je pense que c'est vraiment important et intéressant de découvrir tous ces films-là. Juste un petit clin d'œil, et pour le coup, il n'y a pas d'illustration sur ça. Le Festival de Cannes qui avait sélectionné dans un certain regard le film Freda dont on connaît la carrière par la suite, un film donc haïtien, ouvre sa section Un certain regard avec le film Tirailleurs, avec Omar Sy, qui revient sur le passé oublié, nié des tirailleurs sénégalais au cours de la Première Guerre mondiale. Donc pour dire que l'Afrique sera aussi présente. Pour les initiés, Freda est sur Maïkadam. Oui, pour ceux qui ont. L'inventable feu du printemps. C'est donc le film du Lesotho. Ouais, c'est pour ça qu'il faut essayer de coordonner les commentaires avec les images. Mon cher Christian, musique. C'est à toi, Christian. Ah, ben je crois que tu m'interrogeais. Si tu veux, bon, alors parle-nous de Jazz à la Pointe. Voilà, alors. Merci. Tu vas te coacher, Il y a tellement Allez-y. Alors, je suis allé à Jazz à la Pointe. C'est une manifestation, bien évidemment, qui est mise en place par Nicolas Lossen depuis 3 ou 4 ans. Et j'ai passé un moment exceptionnel parce qu'il y avait 5 musiciens. Alex Bernard, alors c'est un homme vraiment, à mon avis, il faut consacrer quelque chose à Alex Bernard parce que c'est le père de la contrebasse et de la basse martiniquaise. En même temps, Alex Bernard, c'est un flot de connaissances musicales qui sont incroyables parce qu'Alex Bernard joue sans partition. C'est pour vous dire le nombre d'œuvres qu'il connaît dans le jazz ou dans toute la musique locale. Alex Bernard au centre, alors avec Guillaume Bernard à la batterie, et puis 3 pianistes. 3 pianistes, les jeunes Maher Boa,
Marc Cabrera et Gilles Wozine. Un public de gens, si vous voulez, sages, paisibles, près de 400 personnes sur les plages, bienveillants, voilà, on en parlait. Et puis de la performance. C'est vrai que c'était éblouissant. Et je veux citer d'une part l'œuvre Antoinise, la composition de Paul Wozine, qui a été repris merveilleusement, parce que c'est un concerto avec 3 phases bien extra. Vous vous rappelez, Marie-Josée Ali, Raph Tamar, c'est... Antoinise, c'était un chef-d'œuvre. Ah oui. Alors, reprise majestueusement par Gilles Wozine. Et puis, ces jeunes pianistes aussi qui sont très, très importants, qui sont formés, qui aujourd'hui, à mon avis, ont un langage de dimension internationale tout en étant enracinés, et qui reprennent Marius Cultier. Alors, par exemple, Maher Boa qui rechante Marius Cultier, mais de façon différente, vous voyez. Et puis, Marc Cabrera également. Et puis, pour terminer, ils ont terminé par Armando Zumba, un morceau de Chick Corea. Avec, si vous voulez, le dialogue, si je puis dire, entre les trois pianistes qui se tour de rôle. Mais c'était vraiment merveilleux. Vraiment merveilleux. Alors, vraiment, chapeau à Jazz à la Pointe et chapeau à ces jeunes musiciens. D'ailleurs, il faudrait qu'ils passent partout dans la Martinique, hein, parce que je crois qu'il y a un nouveau langage musical et il est important que les communes aussi soient sensibles pour accepter, d'ailleurs, nous avons des idées dans ce sens, il faut qu'on en parle, pour faire en sorte que tous ces jeunes musiciens, je pense aussi à celui qui a interprété Jackie Bernard, là, comment il s'appelle, à l'Atrium. À l'Atrium, lorsqu'il y avait eu le dommage. Et tous ces musiciens, tous ces jeunes-là aujourd'hui, il est important qu'ils puissent s'adresser à la population et qu'ils puissent étendre, à mon avis, auprès de tous ce nouveau langage musical. Parle-nous d'Arnaud Dolmen, qui est un batteur. Alors, Arnaud Dolmen, rapidement, je voudrais dire effectivement qu'aujourd'hui, il y a les victoires du jazz en France. Et dans les victoires du jazz, il y a 6 nominations, dont 3 Antillais. Kélia Abraham, qui sera au prochain festival Biggie Jazz, pianiste et chanteuse. Ludovic Louis, qui était le trompettiste de Biggie Jazz Collective, et Arnaud Dolmen. Ils sont tous les 3 nommés comme aux victoires du jazz. Non, c'est particulièrement important. Alors, si c'est de la variété, effectivement, on va faire un gros bruit, mais le jazz a aussi son importance, et le jazz aussi, ça suppose bien évidemment des gens qui... Alors, répète les 3... Alors, Kélia Abraham, c'est une pianiste et chanteuse, elle est guadeloupéenne, Arnaud Dolmen, qui est aussi de la Guadeloupe, et dans le pays Martinique. Dans le pays Martinique. Ah, dans le pays Martinique. Ils sont nommés aux victoires du jazz. Arnaud Dolmen aussi sera à notre prochain festival avec sa formation. Donc tu penses que... Alors, mais j'avais lu en quelque part qu'Arnaud Dolmen était considéré comme le meilleur batteur français. Ah, ben c'est sûr, oui, je crois. Enfin, il a une cote... Par la presse, alors, ce qui se passe, Arnaud Dolmen, parfois, il y a des gens qui le griffent un peu parce qu'il joue tous les jazz. Il n'est pas cantonné dans un jazz, voilà. Et c'est vrai qu'il a une dextérité qu'il faut apprendre. Enfin, je ne vais pas être trop long, mais vous savez qu'il y a 2 mois, je suis allé voir Mario Canonge au Baiser Salé, et le batteur, c'était Arnaud Dolmen. Et il manque arrivé, seule place qui était assez beau à Arnaud Dolmen. Sous la batterie. Donc j'ai pris la batterie en plein. Et j'avoue, si vous voulez, il faut comprendre la batterie, parce qu'il n'y a pas une demi-seconde qui passe sans qu'Arnaud joue. Et ne crée. Merci Gérard. Et ne crée. Vous savez, être batteur, c'est pas à portée de tout le monde. Hein. Il faut avoir le cœur qui bat pour ça. Démultiplication du cœur, du corps. Et Arnaud Dolmen, je l'ai trouvé époustouflant. De temps en temps, il me faisait un petit sourire parce qu'on se connaît. Mais j'étais quand même assez frappé. Bluffé, parle comme les jeunes. Parle comme Thomas, ton fils. Non, j'étais juste embêté. Il dit ça, je vois un monde merveilleux et je me dis... si les gens ne regardent pas Zitata, ils ne sauront pas ça parce qu'ils vont entendre ça nulle part ailleurs. Ça, c'est important. Belle réflexion. Merci. Parle-nous du programme du Big Jazz. Alors, le Big Jazz Collective continue son itinéraire. Le 17 mai, à Paris, je dois y aller, nous faisons une soirée avec Jazz Magazine, et cette soirée, c'est Jazz Caribéen, où il y aura Big Jazz Collective, avec Joey Homicile, tous ces que vous allez voir. Louis. Et puis Grégory Louis, enfin pas Grégory. Et en tout. Grégory Privat aussi. Oui, et il y aura Grégory Privat qui sera invité, il y aura Mario Canonge qui sera invité, et puis il y a un autre musicien, je ne me rappelle pas qui sera invité. Mais c'est vrai, c'est une soirée autour du jazz caribéen, patronnée un petit peu par le Big Jazz Collective et avec Jazz Magazine, qui est le premier support de jazz
français. Le 17 mai, 17 mai. à l'Alhambra. Alors ensuite, nous avons Jazz à Ramatuelle, je n'ai pas les dates, hein. Nous avons Jazz à Ramatuelle, nous avons Jazz à la Villette, nous avons Jazz à la Défense, nous Il y avons... avait Vienne aussi, non? Hein? Vienne. À Vienne aussi. À Vienne, c'est le 3 juillet. Juillet. Voilà. Et puis il y a un autre dont je ne m'appelle pas. Mais c'est vrai que de plus en plus, effectivement, le Big Jazz Collective, dont on n'entend pas du tout à la radio ici non plus, malheureusement. Et tu penses que le comité martiniquais de la musique et l'autre association Big in Jazz que tu présides pourront nous payer les billets pour qu'on aille à Jazz à Vienne? Eh bien, nous sommes en train d'attendre une solde de subvention de la collectivité. S'il est crédité, s'il est crédité, Il a bien raison. on pourra poursuivre. Mais si c'est pour vous, Mais là, moi, je vais sur mon compte. Je vais sur mon compte. Bon, alors de quoi on peut parler encore? On peut parler peut-être de Franck Nicolas. Alors, Franck Nicolas, alors, je dois vous dire rapidement que j'ai eu un entretien pas très longtemps avec Pierre-Édouard Décimus, qui est le fondateur de Kassav, et on prenait l'hypothèse de jazzifier un petit peu les morceaux de Kassav. Et finalement, je crois qu'il a pris un accord avec Franck Nicolas. J'ai entendu une interprétation de West Indies. Voilà, et par bien Franck Nicolas a commencé, alors, Franck Nicolas a commencé C'est sérieux. à développer effectivement C'est sérieux. une écriture un peu jazzy et d'improvisation à partir des thèmes de Kassav, ce que Jacob avait déjà commencé d'ailleurs. Hein, parce que Jacob avait un et que quintet. tu avais appelé Jazz Zouk Kassav ou c'est autre chose? Oui, c'est zouk jazz, quoi. En fait, je ne sais plus. Hein, mais enfin, voilà. Mais en tout cas, ça peut pas être intéressant comme démarche. Il y a encore un petit prodige, c'est Jimmy Felvia qui passe au Bosé Salé. Voilà, alors nous sommes aussi. Vous savez que depuis très longtemps, on demandait un petit peu de créer. On avait créé le BEC, le Bureau Export Culture. Bon, et aujourd'hui, on se rend compte encore une fois, les artistes ont besoin d'ouvrir d'ouvrir leur connaissance au monde. Alors, Jimmy Felvia, il passe au BC Salé. Guy Vadleux, il passe dans une salle à Paris. Vous voyez, il y a un certain nombre... Non, Guy Vadleux, je parle avec son spectacle. Donc, il y a effectivement une dynamique aujourd'hui qui, à mon avis, doit être soutenue, pour que nous puissions parler au monde, quoi, et puis ouvrir un petit peu, si vous voulez, la visibilité de notre territoire. Guy Vadleux est programmé, vous voyez, donc vous savez lire, mes chers téléspectateurs, c'est inscrit. D'ailleurs, moi, peut-être tous les corps, on va se débrouiller pour vous le faire voir, peut-être dans quelques secondes. Et puis, qu'est-ce que tu as appelé? Tu m'as annoncé Eya Kassav. Oui, je sais que Tony Chasseur et Gilles Voyer organisent un hommage à Kassav à la Palouza le 26 mai prochain. C'est une avec simple près de annonce. 50 artistes. Hein. Tout ça, ça paraît intéressant également. Quoi. Bon. Il y a un sujet qui te préoccupe, c'est l'ouverture d'espaces, notamment la terrasse qui vient d'ouvrir. Je suis allé il n'y a pas très longtemps. Alors, vous savez qu'au Galerie Lafayette, tout près de la cathédrale, c'est extraordinaire. Ce magasin qui était patrimonial avec cet immeuble, aujourd'hui, à l'étage, il y a la terrasse. Ah bon? Oui, Oui, c'est donc un restaurant. Pas qu'à sortir. Et salon de thé. Sur le 3. Et j'y suis allé à l'ouverture lundi dernier, où il y avait Maïro Boa qui jouait là. Et puis, j'étais charmé par, si vous voulez. En même temps, j'ai envie de dire, il faut que les villes soient attentives aussi à ce type d'investissement culturel. Parce que ça développe, encore une fois, l'activité nocturne, ça développe le spectacle. Et il y a un lieu où il y a 80 places, 100 places, et qui est extraordinaire, qui est bien ventilé, bien sûr. C'est un rooftop. C'est un qui est donc rooftop. un espace de diffusion qui peut servir aussi bien aux expos qu'à la musique, Tout etc. à Et fait. ça contribue à valoriser un centre-ville, Merci, créer de Nadia. l'activité économique, pas de commerce pur qui peut se faire en journée, mais multiplier et développer le temps de vie et qu'on se réapproprie Il y en a un plutôt autre, les espaces. Il y a un autre espace, un rooftop à Ernest de Proche. Il y a une pâtisserie, il y a un bar et il y a un rooftop. Et là, du coup, c'est directement sur la baie. Oui, Donc, avec une vue donc il y a des imprenable. initiatives qui se font. Ça explique pourquoi les commerçants ferment, baissent le rideau en grand fracas à 16h l'après-midi, crac, crac, crac. Et la ville est déserte et vide pour que les gens reviennent le soir. C'est pour ça qu'il faut ça. Pourquoi c'était pour tuer la ville? Pourquoi c'était pour tuer la ville qu'il fait ça? Non, ils participent à la... Les pauvres, ils sont contraints de baisser le rideau pour venir danser, pour venir... Voilà. Mais il y a finalement, d'autres personnes qui ont des idées pour pouvoir justement animer, donner... faire revenir. En tous les cas, pour le moment, entre 16h, je suis sur le truc parce que je suis à la Fort de France récemment. J'y vais quand même, ici à moi. Et je me suis dit, mais c'est pas
possible. Oui, Il y a c'est une- triste. Il y a une épidémie. Il était 4h30. En Non, mais je attendant. parle du centre. Mais c'est Je veux dire, important il y a une d'être maladie. attentif à l'innovation culturelle. Absolument. Tu vois. Et je pense que la question de l'innovation, c'est aussi quelque chose qui doit nous motiver dans la culture. Parce que il faut créer des manifestations, il faut créer des espaces, Ah oui, il voilà. faut soutenir, à mon avis, des porteurs de projets comme cela, parce que c'est très important. Si les décideurs avaient le temps de nous écouter, le temps d'écouter Christian, le temps d'écouter Serge. et Christian, tout. tu vas parler du bec, c'est important la diffusion. Mais bien Comment sûr. la diffusion tire, pousse et contribue à l'animation et à la création culturelle. Parce C'est que ça. c'est valable aussi bien pour la musique que ça peut l'être aussi pour le cinéma ou les autres formes de spectacle. Bon, eh bien, écoutez, on a passé un très bon moment ensemble. Vous avez été parfait. Serge, dans sa dimension dramaturgique et théâtrale, à chaque fois Que je ne connaissais pas. Mais chaque Excellent. fois, Tu te découvres. tu ne vas pas y couper. Christian, il va encore partir en même. Enfin, bon, m'a fâché. Nadia, merci de m'envoyer des illustrations. Je vais revenir avec des images. hein. Très bien. Et Daniel, bisous, bisous. Oui, absolument. Gérard, Très famille Amandine. Oui, je t'ai épargné les vidéos que je ne t'avais pas transmises. d'accord, très bien. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Mais en tous les cas, la semaine prochaine, puis nous gardons la joie, la positivité. La puis- bienveillance. Et la bienveillance. Et puis on va passer maintenant à nos dolmens. Manouille, enfin. Voilà. Thank you.